Allô, allô, c'est Karine du blog Mon Coin Lecture et me revoilà en vidéo. Ouais, j'étais vraiment couettée un matin, je le suis toujours, mais je me suis attachée les cheveux, fait que je me dis que ça doit pas être si pire que ça, puis au pire vous écouterez, puis vous me regarderez pas, moi je fais tout le temps ça. Bon, j'ai fait un super sondage sur Instagram et la plupart des gens veulent un update. Puis là, j'ai checké mes affaires, puis j'ai réalisé que j'avais comme lu 32 livres depuis la dernière vidéo. Donc non, il n'y aura pas d'update, mais j'ai choisi un paquet de livres. Donc j'allais entre les deux. J'ai fait un genre de moyenne. Bref, on va essayer de contenter tout le monde, ce qui va faire qu'il n'y a personne qui va être content. Mais bref, c'est pas grave. Et on va y aller, sinon ça va être éternel, comme d'habitude. Et je m'excuse d'avoir plein de coupures. J'ai une nouvelle amanchure pour essayer de filmer avec mon téléphone grimpé sur mon ordi. Puis il y a plein de fils partout. Puis je viens de me pogner les pieds dans une chaufferette. Ouais, au mois de juin, j'ai une chaufferette, c'est nécessaire. Des fois, il fait 2 le matin. Pogne des fois. Faudrait que je parle de livres, hein? Donc, premier roman dont je vais vous parler, un roman que j'ai adoré qui s'appelle N'essuie jamais de larmes sans gants. C'est de Jonas Gardell. Et je le prononce probablement tout croche, là. C'est un nom suédois. Ça a été écrit en suédois, ça a été publié chez Gaïa et il vient d'être édité ici au Québec chez Alto. Moi, c'est un roman que j'ai adoré. Mais adoré, adoré, j'ai braillé ma vie. Sérieusement. Mais je vous explique de quoi il s'agit. Donc, on est dans les années 80, on est à Stockholm et on rencontre deux jeunes gens, deux jeunes homosexuels qui débarquent dans la ville. On en a un qui vient de sa campagne et l'autre qui vient d'une famille témoin de Jéhovah. Alors, vous allez vous imaginez que ça se passe pas super bien. Mais là, je parle des années 80. La communauté gay. Donc, on est dans les années SIDA. Et c'est vraiment de ça dont on va parler. Donc, on va voir nos personnages qui vont être confrontés à cette épidémie-là. Et ça va aussi nous faire voir tous les préjugés qu'il y avait, toutes les choses que les gens ont pensées, que les gens ont dites par rapport à ça. Ce qu'on pensait puis qu'on ne voulait pas penser, c'est un roman extrêmement poignant, extrêmement émouvant. Et à plusieurs endroits, il me fallait que je repose le livre vraiment, là, parce que je me disais, ça se peut pas, ça se peut pas. Et on en profite en même temps pour voir l'évolution des mentalités en Suède par rapport à l'homosexualité, par rapport à comment ça se passait. Et on a quand même un portrait qui est extrêmement vivant de ce petit groupe-là, parce qu'on voit deux jeunes gens, mais c'est aussi un groupe d'amis qui vivent à Stockholm et qui mènent une vie très colorée pour certains. On s'attache, ça devient nos amis, donc on les voit partir, hein, je pense qu'on le voit tout de suite au début du roman, et on a l'impression de perdre des copains à chaque fois. C'est vraiment un roman que je conseille. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a été publié en 3 tomes en suédois. Donc, quand on lit en 1 tome en français, des fois, on dirait qu'il y a des répétitions. Mais dites-vous que c'était 3 tomes. Puis là, vous allez comprendre pourquoi il y a des trucs qui sont répétés. Mais ça vaut le coup, puis moi, j'ai adoré ce roman-là. Deuxième roman, on va passer à un roman québécois qui est La Bête creuse de Christophe Bernard. C'est celui qui a gagné le prix des libraires du Québec au début du mois. Moi, je l'avais lu, c'était pas mon préféré. C'est un roman qui se distingue par sa langue qui est foisonnante, qui est extraordinaire, qui nous amène dans la culture gaspésienne avec ses exagérations et tout ça. Et ça, j'ai adoré ça, ne serait-ce que pour la forme de ce roman-là est génial, génial, génial. Le fond, pour moi, il m'a manqué un peu de fond, mais ça semble vraiment pas être le cas pour tout le monde. Mais je m'explique. On part donc avec 2 personnages, il y a longtemps, Monty et Victor Bradley. Et je vous explique la légende. C'est qu'il y a eu un jour un match de hockey légendaire. Et pendant ce match, Monty a arrêté une puck, c'est-à-dire une rondelle. Oui, puck, rondelle, palais en français. La rondelle, c'est pas la même chose que pour vous. Avec ses dents, parce qu'il y avait un autochtone qui avait snappé ça, mais d'aplomb. Et il l'a attrapé avec ses dents. Mais l'arbitre, Victor Bradley, a déclaré qu'il y avait bu. Donc, voilà. Ils se détestent, mais à mort. Et Monty va se débrouiller pour faire suer Victor Bradley tout le long de sa vie. Et ça, là, ça donne des scènes hilarantes, hilarantes, hilarantes. J'ai adoré cette partie-là. C'est enfantin, mais c'est drôle. Bref, des fois, ça l'est moins. Mais j'ai adoré cette partie-là du roman. Tout ce qui se passe là, ouais, le soleil, il part pire bien. Tout ce qui se passe dans l'ancien temps, là, ça, c'est vraiment cool. Et il y a une autre partie qui se passe dans le temps présent. Et ça, c'est un peu les descendants de ces personnages-là.
Les personnages, ils sont un peu fuckés, merci, et c'est cette partie-là à laquelle j'ai moins accroché. Je me suis demandé où ça rimait. En fait, j'ai passé tout le long du roman à me demander où est-ce qu'il s'en allait. Puis une fois que j'ai compris qu'il s'en allait pas vraiment nulle part, puis qu'il fallait juste que je profite de l'histoire, ben j'ai beaucoup mieux aimé, en fait. Par contre, il y a des scènes, entre autres, ceux qui l'ont lu, là, il y a une scène qui se passe dans une maison qui sont en train de tracher. Je me suis vraiment demandé ce que ça faisait là. Puis je suis là, ah non, pas encore ça. Mais voilà. Donc, c'est un roman qui vaut la peine d'être découvert parce qu'il est vraiment, vraiment, vraiment particulier. Et puis la langue qui est riche, qui est truculente. Donc, juste pour ça, je pense que ça vaut le coup. Maintenant, je vais vous parler d'un autre roman que j'ai lu pour le Prix des libraires du Québec, Les fantômes du vieux pays, de Nathan Hill. Et je viens de voir deux marmottes et un lièvre passer sur le terrain. Ça veut dire que c'est dangereux pour mes fleurs et mes bacs à légumes. Mais c'est une autre histoire. Donc, Les fantômes du vieux pays. Alors ça, c'est un bon gros roman américain. On aime ou on déteste ce genre de roman-là. Moi, j'ai adoré. Je suis rentrée dedans, là, ça m'a pris 200 pages peut-être, mais une fois que j'ai été rentrée dans le roman, j'ai lu les 520 autres pages dans la journée et j'avais autre chose à faire. Donc, j'ai vraiment, vraiment trippé. J'étais vraiment embarquée dans cette histoire-là. Donc, le personnage principal, c'est Samuel. Samuel est professeur d'université. Il est complètement découragé devant le manque d'intérêt de ses étudiants et le manque d'intérêt de sa vie en général. C'est un hypersensible. Il a toujours été hypersensible. Donc, lui, ce qu'il fait dans sa vie, c'est qu'il passe sa vie sur un jeu vidéo qui s'appelle Elfscape, je crois. Alors, un jour, pendant qu'il était en train de combattre The Dragon, alors il était vraiment là-dedans, il a manqué l'événement. Et l'événement, avec un grand E, c'est qu'il y a une femme qui s'appelle Faye Anderson qui a attaqué le gouverneur. Alors, il n'a rien vu de tout ça, mais quand il revoit le truc, il réalise que la femme en question, c'est sa mère. Sa mère qu'il n'a pas vue depuis qu'il avait 11 ans parce qu'elle a disparu. Alors là, il s'embarque toute une histoire pour laquelle il va décider de faire enquête, mais c'est surtout une recherche de soi dans le monde actuel qui devient de plus en plus fake et de plus en plus difficile à appréhender. Samuel, il est hypersensible. Comme je l'ai dit, quand il était jeune, il pleurait tout le temps, ce qui rendait sa mère complètement folle. Et on voit son enfance, mais ça va plus loin que ça aussi, parce qu'on embarque dans une grande saga familiale. On part de Norvège, on se rend dans les années 30 à Chicago, puis pendant les révoltes de 68, toujours à Chicago. Et tout ça, en arrière-plan, on a des légendes nordiques, Venix, c'est le titre en anglais, qui est un personnage des légendes nordiques, ben, ils viennent de Norvège, hein, c'est logique. Donc, il y a tout ça là, qui joue un rôle. Moi, je suis embarquée dans cette histoire-là. Oui, il y a des côtés grandiloquents, je sais. Il y a des coïncidences qui sont un petit peu faciles, je sais. Mais tu sais, quand on est embarqué dans une histoire, on s'en fiche de tout ça. Donc moi, j'étais ravie de les suivre dans toutes ces coïncidences-là. Puis oui, il y a certaines explications. J'avais deviné, il n'y avait pas besoin qu'on me le dise, mais c'est pas grave parce que j'ai aimé ça. Tous les personnages ont leur rôle à jouer. Il n'y en a pas un qui est parfait. Ils sont même très, très chiants. Oui, j'ai un livre, mais je le regarde jamais. Je sais pas pourquoi j'ai pris la peine de prendre des notes, en fait. J'en prends jamais, puis regarde, je m'en sers pas. Donc, tous les personnages, ils sont attachants. Ils sont super imparfaits, voire même carrément désagréables des fois, mais ils ont tout leur rôle à jouer. On comprend tout pourquoi ils sont là, donc. Ça, j'ai beaucoup aimé cet aspect-là. J'ai beaucoup aimé l'enfance de Samuel avec ses deux amis, les jumeaux, qu'est-ce qui est arrivé, comment ils ont réagi et tout ça. Et le personnage d'une jeune étudiante, je vais m'étouffer, excusez-moi, qui s'appelle Laura Potsdam, je crois. Oh mon Dieu, qu'elle est détestable. Elle s'est fait prendre à tricher et elle va faire chier son prof jusqu'au bout, là. Et ça, je trouve que c'est tellement emblématique de certaines personnes. Oh, on a le goût de la baffer, de la secouer. C'est l'enfer. Bref, ça m'a fait réagir, ce roman-là, et j'ai beaucoup aimé ça. C'est super long, mais ça se lit tout seul, puis moi, j'ai vraiment trippé. Autre roman lu pour le Prix des libraires du Québec, c'est Québécois, encore une fois, donc c'est non fictif d'Olivier Sylvestre. Ce qu'il faut savoir, c'est que Olivier Sylvestre y est intervenant dans un centre de répit toxico. Donc là, il va défiler plein de grands poquets de la vie. On a des sans-abri, c'est ça, c'est Re la marmotte avec deux rouges-gorges. C'est un zoo aujourd'hui dans ma cour. Donc, grands poquets de la vie sont itinérants, ils sont toxicomanes, ils ont des passés violents et ils vont passer des fois pour une nuit, pour quelques jours. Quelques jours, je sais pas. En tout cas, ils vont passer. Et lui, il est derrière sa vitre par balle, puis il les voit arriver.
Et je trouve que c'est tellement ça, c'est cette image de la vitre par balle. Nous, comme intervenante, moi je travaille dans le réseau de la santé. Quand on voit ces gens-là arriver, on se sent tellement impuissant. Toujours, il y a toujours cette vitre-là qui est mise par le système, qui est mise par ces gens-là aussi. Donc, ça m'a vraiment touché cette histoire-là. Donc, ces noms fictifs, c'est ces noms-là, ce sont ces personnes-là. Il a changé les noms, il a changé certains détails, mais ce sont des histoires qui lui sont réellement arrivées. On a certaines bribes, on a un regard sur certains moments de la vie de ces gens-là qui passent. C'est touchant. Puis à travers ces mots-là, ce sont des gens qu'on les verrait dans la rue, je pense que j'ai un problème de temps de verbe, mais c'est une autre histoire. Si on les voyait dans la rue, on aurait presque peur. Mais sous la plume d'Olivier Sylvestre, ils deviennent beaux. Et c'est ce que j'ai trouvé beau puis grand des fois. Et ça, c'est ce que j'ai trouvé vraiment, vraiment trippant dans ça. C'est plein d'humanité, c'est plein de contradictions, c'est toujours poétique et ce sont des récits qui font mal, il ne faut pas se le cacher. Ça fait mal parce qu'on voit certaines personnes, on voit d'où ils sont partis puis on dit ça pourrait être n'importe qui et ça fait jeter un regard différent. Ne serait-ce que pour ça, je pense que ça vaut le coup de le lire. C'est tout court en plus, c'est des vignettes. Allez-y, allez-y, allez-y. On va passer à de la jeunesse maintenant et là j'ai 2 des livres, même 3 des livres avec moi. Donc, le premier, c'est ici le Club de l'ours polaire. Stella et les mondes gelés, c'est de Alex Bell et la couverture est super belle. En fait, je l'ai choisi parce que quand mes neveux l'ont vu, là, ils ont dit hey, c'est beau cette couverture-là. Puis c'est énorme pour moi parce que mes neveux, ils sont vraiment pas lecture. J'essaye fort, hein, j'ai un club des millefeuilles, j'ai tout ce qu'il faut, mais ils veulent pas. J'ai encore ma nièce. Je sais. Bon, mais ils ont trippé sur la couverture. Fait que je me dis que ça doit compter pour quelque chose. J'ai décidé de le lire, j'ai bien fait parce que vraiment, c'est un roman qui est super chouette pour les jeunes, puis pour les garçons comme pour les filles. Là. Le personnage, c'est une fille au départ, mais une fille dit « Ah, mais c'est une fille. » Je dis « Non, mais vous le lirez sérieux, là. Il y a des garçons dedans, puis c'est vraiment cool. » Tu sais, en fait, moi, en tant qu'adulte, je m'en fous que le personnage soit un garçon ou une fille, mais pour mon neveu de 11 ans puis mon neveu de 9 ans, ça a une certaine importance pour l'identification. Bref, c'est une autre histoire. Donc, c'est l'histoire de Stella. Stella, elle a 2 noms. Stella Flocus Pearl. Ouais, mon petit livre est là. Et elle veut être exploratrice. Elle veut rentrer dans le club des explorateurs, mais le club, c'est juste pour les hommes. Au malheur. Mais un jour, pour tout plein de raisons, son père adoptif, Félix, va décider de l'amener. Il va se passer des choses et elle va se retrouver avec 3 autres jeunes, dont un d'un club différent, à devoir faire face à toutes sortes d'aventures dans les mondes gelés. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Stella, elle a été trouvée dans ces mondes gelés-là. Donc, elle va apprendre des choses sur son passé. Donc, c'est un récit fantastique, fantaisie. Ouais, limite, hey, ça comptait pour le mois de la fantaisie de Piketty Bookin. Cool! Donc, oui, il y a des créatures, c'est plein de magie, il y a des tromperies. Et les 4 jeunes qui sont super différents vont devoir collaborer. On a Stella qui est prête à tout et qui est très, très courageuse, voire même un peu trop téméraire des fois. On a Dragigus, qui est un jeune qui a des particularités relationnelles, sensorielles et beaucoup de manie, et ça c'est vraiment chouette de voir un jeune comme ça dans un roman qui a son rôle et qui est utile dans le roman, fait que ça j'ai trouvé ça vraiment cool. Et 2 autres personnages qui sont importants, mais moi c'est vraiment les 2 principaux qui m'ont marqué. Donc ça se lit vite, ça se lit tout seul, c'est plein de péripéties, donc pour les jeunes, ouais, je conseille ça. Un autre roman jeunesse, encore chez Gallimard, ouais, le premier était chez Gallimard, c'est le célèbre catalogue Walker and Down, et c'est de Davide Rossinotto. C'est italien, ça a été traduit de l'italien. Mais c'est un roman qui va nous mener aux États-Unis au début du 20e siècle, et c'est trippant. C'est encore une fois un roman d'aventure, là, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Je l'ai dévoré, ce roman-là. C'est très jeunesse, ok? C'est pas de young adult, c'est vraiment jeunesse. On a 4 jeunes qui vivent dans le bayou en Louisiane. Ils n'ont pas une scène, ils sont pauvres. Leur vie, c'est pas nécessairement évident, du moins pour 3 d'entre eux. Et à un moment donné, ils vont trouver 3 $. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont se commander un truc, parce qu'ils sont riches, dans le catalogue Walker and Down, qui fait un peu partie de leur vie. Et ça faisait vraiment partie de la vie de beaucoup de gens dans les mondes ruraux. Hein. Ici aussi, quand on va visiter là, le village fantôme à Val-Jalbert, il y a plein de trucs de ce genre de catalogue-là, parce que les gens ne pouvaient pas faire des grandes distances. Donc, ils se commandent
un revolver. Mais quand le revolver arrive, c'est pas ça. C'est une espèce de montre cassée, bizarre. Et il y a des gens qui veulent avoir la montre, qui sont même prêts à leur donner 50 $. Oh! Alors ils se disent qu'il doit y avoir quelque chose là-dessus et il se passe plein de choses et ils décident de traverser les États-Unis pour aller reporter la montre aux entrepôts du catalogue Walker & Down. Et ça, c'est à Chicago. On se rappelle que c'est des enfants qui ont vraiment pas beaucoup de sous. Alors, ils embarquent dans une traversée épique des États-Unis. C'est encore une fois plein d'aventures. On est confronté au racisme, on est confronté à la pauvreté, des gens qui les aident, des gens qui les aident pas du tout. Bien entendu, la petite enquête, nous comme adultes, on voit le truc venir, mais sincèrement, j'ai adoré ça. Je trouve que c'est bien fait, c'est bien rythmé et c'est un roman que je conseille. Et finalement, le dernier roman dont je vais vous parler, c'est encore plus jeunesse. Je dirais que c'est plus pour les 8 ans. C'est Sarah Lou, détective privée, et c'est de Audrey Archambault. Audrey, c'est une booktubeuse québécoise que j'ai rencontrée à quelques reprises. Donc, j'ai aimé ça, mais je vous le jure, j'ai pas aimé ça parce que je l'ai rencontrée à quelques reprises, là. C'est vraiment chouette. Puis moi, j'aime souvent ça, les petites enquêtes pour les jeunes de 8-10 ans. Je trouve que ça les tient en haleine. Et en plus, là, notre détective, c'est une fille qui est pleine d'idées, très, très, très téméraire. Elle a une meilleure amie qui s'appelle Sophia. Et un jour, le laboratoire d'informatique de l'école a été saccagé. Et elle décide de prendre ça en main et de découvrir qu'est-ce qu'il y en a. Donc, elle a ses petits carnets, elle met ses indices, c'est mignon comme tout. Il se passe toujours tout plein de choses, donc il y a plein de rebondissements. Ça tient les jeunes en haleine, c'est bien écrit et ça va être une série. Donc, ouais, c'est quelque chose que j'ai encore une fois beaucoup aimé. Ah oui, j'avais oublié de dire, ça parle du harcèlement, mais d'une façon différente. C'est cool. Vous allez voir, je ne vais pas vous dire comment, là, mais il y a un petit côté qui parle de ça. Et la façon dont c'est amené, c'est vraiment chouette. Et j'avais dit dernier roman, mais je vais vous en parler d'un autre que je n'ai pas aimé. Et là, vous allez voir, c'est mal. Je n'ai pas aimé L'argent de Zola. Vous savez, j'avais entrepris de lire tous les Rougon-Macquart dans l'ordre. Je suis rendue au numéro 18. L'argent, c'est le numéro 18 et j'ai failli mourir d'ennui. Je vous le jure. Moi, les trucs d'argent, là, ça m'intéresse, mais 0, 0, 0. Alors, je l'aurais jamais lu si ça n'avait pas été mon idée de lire tous les Rougon-Macquart, là, je vous le jure, j'aurais jamais lu ça. Ça parle de bourse, d'argent, d'investissement, de crosseur à la bourse. C'était d'un ennui irrépressible. J'ai failli l'abandonner à 25 reprises, mais j'ai une tête de cochon et l'esprit de contradiction. J'avais dans la tête de lire tous ces Rougon-Macquart. Donc, on retrouve Saccard qu'on a rencontré dans son excellence Eugène Rougon. Non, pas dans celui-là. Je sais plus. En tout cas, on l'a rencontré au début. C'est le frère de Eugène Rougon, qui est le grand homme, le ministre. Et lui, il a fait plusieurs erreurs. C'est un grand idéaliste. Lui, il veut, il est passionné, il est rêveur, mais il ne se sert pas de son cerveau très, très souvent, on dirait. Et dans ce roman-là, il va fonder une banque, la Banque universelle, qui va être cotée à la bourse. Et ça va être l'histoire de cette Banque universelle dont nous allons voir les actions monter et les manigances de tout le monde. C'est encore hyper actuel. Le pire, là, c'est quand j'analyse froidement, là, c'est encore actuel. On voit comment ça fonctionne, comment les gens se font avoir, comment le capitalisme poussé à l'extrême, qu'est-ce que ça peut donner. Ça fit encore, là. Il y a certaines personnes, notamment toutes les petites gens qui se sont laissés embarquer là-dedans, ça prend au cœur. Tu te dis, Caroline, ça se peut pas que ça ait pu arriver. Je sais tout ça. Je reconnais que Zola écrit super bien, puis que ça s'inscrit super bien dans son histoire. Ouh, mais je ne le relirai jamais. Je vous jure que je ne le relirai jamais. Il y en a que je vais relire, là, mais clairement pas celui-là. C'était la review la plus constructive de la Terre, je sais. Donc, ça fait 22 minutes que je parle. Ça suffit largement. Je vais aller essayer de monter tout ça, quoique je pense que j'ai pas beaucoup de montage à faire. J'ai pas trop fait de conneries cette fois-là. Donc voilà, puis on va se dire à la prochaine. J'ai encore plein de livres dont je peux vous parler. Donc si je me décide à retourner un jour où je serai pas trop couettée, on en jasera. Donc bye bye!